Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de renouveler votre fidélité à votre émission. Le jury du dimanche qui reçoit aujourd'hui Papa Massata Diack, PDG de l'agence de marketing Pamudzi et ancien conseiller marketing de l'I2AF dirigé par son père Lamine Diack entre 1999 et 2015. Il est là et bien là. Bonjour Papa Massata Diack. Bonjour Mamadou. J'en profite pour te souhaiter bienvenue et te présenter aussi toutes mes condoléances pour le décès du grand frère Babacar Touré. Absolument. Et aussi beaucoup de gens qui sont sortis malheureusement ces derniers temps. Donc j'en profite pour te présenter mes condoléances en connaissant le rôle qu'il a joué dans la presse sénégalaise. Votre nom est désormais intimement lié à l'athlétisme mondial, pas toujours à votre avantage, loin s'en faut. Vous êtes accusé de corruption active et blanchiment en bande organisée et vous risquez d'être condamné le 16 septembre prochain par un tribunal parisien en France. Le patron de Pamudzi que vous êtes et ancien consultant de l'I2AF pourrait être condamné à 5 ans de prison ferme et vous êtes sous le coup de plusieurs mandats d'arrêt internationaux délivrés par la justice française. Lors du procès devant le tribunal de Paris, Lamine Diack, votre père, ci-devant président de l'I2AF, devenu World Athletics, a eu des propos durs à votre encontre en vous traitant de voyou. Papa Massata Diack est-il du lot des Papa Madi? Pourquoi Diack fils a choisi la presse pour s'expliquer au lieu de comparaître devant les tribunaux? Quel est son état d'esprit à un mois du verdict de la justice française? Quel était son rôle auprès de son père? Quelle relation avait-il avec ses anciens collaborateurs et les partenaires de l'instance mondiale d'athlétisme? Papa Massata Diack est donc l'invité de ce JDD dimanche 9 août 2020. Bienvenue. La première question, elle est toute simple. Pourquoi avez-vous choisi de ne pas comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris et de venir vous expliquer devant le jury du dimanche? Eh bien, d'abord, je pense qu'une dette que je vous dois, Mamadou Blakan. Je me rappelle qu'il y a 2 ans de cela, on avait pris rendez-vous pour un dimanche, malheureusement, qui avait été décalé pour des raisons tout à fait exogènes, mais aussi pour la raison... Votre papa n'en voulait pas. La raison principale, c'est que vous étiez le seul journaliste qui m'avait interviewé en 2015. Si vous vous rappelez, à l'époque, vous étiez avec le groupe, un autre groupe de médias. Vous m'avez interviewé, je me rappelle bien, le 22 décembre 2015. Il y avait un article du Monde qui était sorti et qui avait fait un tollé au Sénégal, mais qui avait même mené à l'arrestation de Oumar Sarr, du PDS. Donc je pense que vous avez été un des plus réactifs et vous m'aviez interrogé. Donc je suis tout à fait heureux de venir m'exprimer devant toi et devant les téléspectateurs du groupe iRadio. Et j'en profite pour te féliciter pour la mise en place de ce groupe de presse. Très bien. Alors, la raison est simple. L'enquête a été faite à ciel ouvert, comme le dit si bien mon avocat, Maître Moussa Sarr, que vous avez eu à recevoir. À un moment, j'ai choisi de me taire parce que j'ai un très bon avocat, qui me défend très bien au niveau pénal, au niveau légal, au niveau juridique, mais aussi un très bon communicateur. Donc, j'avais plus besoin de m'exprimer. Mais là, j'ai entendu tellement je m'excuse du terme, de contre-vérité et un lynchage médiatique sur des supposées infractions qui, jusqu'à présent, sont au stade de soupçon de. Parce que ce procès du 8 au 18 juin m'a laissé tout à fait pantois. Je m'attendais à ce qu'on fasse des révélations avec des preuves tangibles de virements bancaires ou bien de films montrant des remises d'argent ou bien des réunions officieuses dans des paradis offshore. Je m'attendais vraiment après 5 ans d'enquête, je m'attendais à un déballage de preuves. Votre présence au procès aurait pu vous permettre justement, de mettre des éléments sur je la suis table. conforté à l'idée de ne pas y aller. Pourquoi? Parce que la justice française a manqué d'impartialité. Je vous l'avais dit le 22 décembre. Je vous ai dit que le rapport qu'on a déposé le 4 août 2015 à la justice française par Richard William Pound, je précise bien ce nom,
qui était le président de la commission indépendante de l'AMA, est un rapport non contradictoire, d'abord. Deuxième chose, c'est un rapport qui a été fait dans le dessein simplement de noircir le bilan de Lamine Diack avant le congrès de Pékin, parce qu'il y avait la présidence de l'IAF qui devait être disputée le 18 août. Comme par hasard, le même jour où la commission d'éthique de l'IAF dépose son rapport, elle avait commencé son rapport le 6 juillet 2014. Et elle dépose ça le 4 août. Le 4 août, M. Pan dépose à la justice française un rapport, alors que sa commission a commencé à travailler le 16 janvier 2015. Donc, il n'a même pas eu la courtoisie d'attendre la fin de son enquête, qui a été officielle le 9 novembre 2015. Donc, il allait déposer. Donc, je suis conforté à cette idée que l'enquête n'était pas contradictoire. Et le dossier pénal me le confirme. Troisième chose, je découvre des accusations auxquelles j'ai répondu à la commission d'éthique. Ils ont continué à persister en disant que, par exemple, Pape Master Diack était à une réunion le 4 décembre 2012 à Moscou, au Balchok Kempensky, avec Andrei Baranov, le manager de l'IA Chobukova, avec Alexei Melnikov, un entraîneur russe, et Valentin Baranishev. J'avais répondu le 11 mai 2015 à cette accusation, montrant que je n'étais même pas à Moscou, j'étais à Monaco. Je suis arrivé à Moscou le 5 au soir, à 19h55, donc je ne pouvais pas être présent. Et c'était une des accusations de la justice française. Et durant ce processus d'enquête, M. Habib Sissé, qui était un des prévenus, m'a disculpé en disant que Massata était arrivé postérieurement à cette réunion. Ils n'en ont pas tenu compte. Donc, j'ai l'impression qu'il y avait vraiment une volonté de nous enfoncer, quelles que soient les preuves qu'on allait présenter. Alors, moi, j'ai constitué un pool d'avocats, donc M. Boussasar pilote donc, de manière vraiment brillante, et M. Antoine Bocquier, avec sa collègue Marie-Sophie Goldschmidt à Paris. Alors, le droit me permet d'être représenté par des avocats, parce que les raisons, je vous ai déjà données, il n'y avait aucune raison d'aller répondre à la France, parce que les faits présumés ne sont pas passés en France. On parle d'événements en Russie, on parle d'événements à Monaco, on parle d'événements au Qatar, on parle d'événements au Sénégal, on parle d'événements en Turquie, on parle d'événements au Japon. Alors en quoi la justice française est-elle compétente pour des faits présumés qui se sont passés hors de son territoire? Vous contestez la compétence de la justice française. Mais elle n'a pas une compétence universelle, Mamadou. Vous connaissez, vous avez lu les textes du parquet financier? Je peux comprendre, pour des crimes contre l'humanité, pour des actes de terrorisme ou un assassinat cruel, qu'on puisse convoquer quelqu'un, demander à un citoyen de comparaître. Mais pour la corruption, la justice française n'a aucune compétence universelle. Votre père a comparu. Mais il n'avait pas le choix, il a été piégé. Il a été invité par le comité olympique français. Il est arrivé à Paris, on l'a arrêté. Mon père n'a pas le choix. Il n'a pas été convoqué. Mon père n'a jamais été entendu par la commission Pound. Mon père n'a jamais été entendu par la commission d'éthique présidée par Beloff. Mon père n'a jamais été entendu par le CIO. Mon père n'a jamais été entendu par l'AMA. Vous me dites que Lamine Diack a été allé de son propre gré. Il n'est pas allé en France de son propre gré. Il est parti là-bas parce qu'on l'a piégé. C'est M. Denis Massiglia, président du comité olympique français, qui l'a invité pour une conférence le 2 novembre à 14h au comité olympique français. Il est arrivé le dimanche matin, 1er novembre, à son hôtel, ils l'ont arrêté. Très bien. Donc, je pense qu'il n'y a aucune raison de comparaître, vu les circonstances que je vous ai expliquées il y a 5 ans de ça. On ne va pas refaire le procès, mais est-ce que c'est au nom de ce principe de non-compétence de la justice française que vous avez empêché également vos avocats de vous représenter au procès? Je suis désolé, mes avocats ont écrit. Mes avocats étaient le 13 janvier. Si tu te rappelles, le 13 janvier 2020, ils ont renvoyé le procès en disant on vient de recevoir, il y a 3 jours de cela, les dossiers de Pape Master Diack, de la commission rogatoire. Donc Pape Master Diack et sa déposition, ses pièces à conviction, sont la raison de notre report. Et il faut nous donner 6 mois pour analyser ces pièces et de les donner à toutes les parties. Alors, on arrive, on programme le procès le 8 juin. L'ordonnance de renvoi signée par la nouvelle juge d'instruction, Mme de Pertuis,
qu'elle a signé le 22 mai 2020, elle ne prend en considération aucune des pièces à conviction que j'ai déposées dans le dossier et qui ont fait l'objet du renvoi. Je ne vois aucun élément. Et je pense que j'ai pris juste un élément la dernière fois chez un de vos collègues. J'ai pris le cas des droits de télévision en Russie, par exemple, pour dire, par exemple, une accusation mais sérieuse et une pièce à conviction centrale dans cette affaire en disant que Pape Massata Diack avait négocié un contrat de 6 millions d'euros en contrepartie de ce ralentissement de cas de dopage. Mais la pièce à conviction, elle est là avec moi. Elle est de 1 200 000 $, signée, négociée par M. Essar Gabriel, secrétaire général de l'IAF. Ce n'est ni Habib Cissé, ni moi-même qui avons signé ça. Alors, quand la pièce principale du tribunal, la pièce qui va au tribunal, c'est-à-dire l'ordonnance de renvoi, c'est la pièce centrale du jugement, elle ne prend pas en considération. Qu'est-ce que vous voulez comprendre? Qu'on s'en fout de ce que Massata a écrit, on continue nos accusations parce que les pièces à conviction de Massata déstabilisent l'accusation et l'enquête de la justice. Toujours est-il que ni vous, ni vos avocats, vous n'avez daigné faire le déplacement. Parce que simplement, les conditions du Covid-19 ne permettent pas à un citoyen sénégalais, mais Moussa Sarr est citoyen sénégalais, il n'est pas citoyen français, il ne peut pas rentrer en France. Ils ont demandé le renvoi du procès comme ils l'avaient demandé en janvier, et ils ont refusé. Ils ont dit qu'il faut que ça se tienne, il n'a qu'à constituer des avocats français, ce que j'ai fait diligemment, mais ils étaient moins préparés que les avocats Maître Moussa Sarr et Maître Ali Fall qui connaissent ce dossier depuis plus d'1 an. Vous avez été jugé par défaut, en tout cas, mais Papa Massata Diack, invité du jury du dimanche, du point de vue socio-culturel au Sénégal et en Afrique de manière générale, un fils ne doit ménager aucun sacrifice pour sauver son père, voire au besoin se substituer à lui. Une frange de l'opinion pense que vous l'avez abandonné, votre père, au milieu du gué, et que vous seriez responsable de ses devoirs judiciaires. Quelle est votre réponse? Mais je te réponds à ça. La responsabilité pénale, elle est individuelle. Lamine Diack a été interpellé, a été pénalement contraint par la France pour répondre à une enquête en tant que président de l'IAF. Oui. Dire que Massata devait être à sa place, je n'étais pas président de l'IAF. La dimension morale, est-ce qu'elle n'a pas non, mais je vous explique d'abord. La première chose, c'est qu'il a été interpellé en tant que président de l'institution. Oui. Il m'a employé comme conseiller. Donc, dans l'accusation de la justice française, on dit que je suis complice de mon père. Complice de délits tel, corruption passive, corruption active, et blanchiment de capitaux et ainsi de suite. Donc l'accusation principale concerne Lamine Diack. Ils l'ont attaqué en tant que président de cette institution. Alors, vous pensez que si j'allais répondre à la justice française, ils allaient le laisser revenir au Sénégal? C'est votre croyance? Je ne sais pas. Je pense que ce serait naïf de le croire. C'est un mystère. Non, justement, vous faites des suppositions. Si Massata... je pose des questions. Mais la question que vous posez aussi doit être pertinente la dimension morale, mais vous avez entendu ce cri aussi de l'opinion. La dimension morale, ce que j'ai fait pour mon père en étant ici, moi, ce que j'ai pu lui apporter comme soutien, je ne pense pas que mon père aurait pu le faire à ma place. Qu'est-ce que vous avez fait? Tout ce que j'ai fait. Ces avocats, M. Simon Ndiaye, ou ces avocats, ont pu avoir des informations cruciales sur ma version des faits. Parce qu'il faut comprendre qu'on serait allés tous les deux en France, on nous aurait piégés. On lui interdit de me parler. Avec quel élément il peut se défendre? À 82 ans, il n'a assisté à aucune réunion de sponsors. Il n'a assisté à aucune réunion à Moscou où on parlait de contrat VTB. Il n'a assisté. Toutes ces accusations, où est-ce que Lamine Diack prend cette information? Écoutez, si vous dites de parler de moralité et de déontologie, là on parle d'une affaire judiciaire. Une affaire judiciaire, c'est des soupçons, c'est des charges et c'est des preuves. Vous avez eu un lynchage médiatique extraordinaire. Pour quelqu'un ou une institution aussi prestigieuse que la justice française, je pense qu'elle a assez d'outils pour sortir des preuves concrètes. La preuve, les institutions financières dont on nous accuse d'avoir reçu des fonds sont les institutions françaises, la SGBS ou la B6. Elles appartiennent aux banques françaises. Il aurait été très loisible et très facile de sortir des preuves de traçabilité, de virement ou d'argent illicite qui serait rentré dans nos comptes.
Donc, je pense que ma présence est une décision divine. Que je sois présent ici, moi, au moment où on attaque mon père sur des faits qu'il n'est supposé même pas savoir. Parce qu'il était président d'une institution, il y avait un échelon de 5 personnes entre mon père et moi, quand on travaillait. Mais il y a quand même eu ce point-là pendant le procès où il a sorti le mot. Mon fils est un voyou. Ça, je suis désolé. Vous l'avez entendu? Maître Simon Ndiaye l'a démenti en disant, on lui a montré un email disant que si jamais ce qu'on me dit que mon fils aurait fait, je constate que c'est un comportement de voyou. Mais je pense que c'est dans l'audience et la question des juges, des procureurs, je pense qu'il peut sortir ce genre de réaction. Ça ne vous a pas choqué? Mon père est quelqu'un de très, vous le savez, il est très spontané. Il dit ce qu'il pense. Vous le connaissez bien. Il est réputé avoir une liberté de parole de Francis, de ce qu'il pense. Il l'a dit. Mais le problème, c'est que ce mail lui était adressé. On lui a dit, mais on te confronte avec un mail. Je ne l'ai jamais vu, ce mail. Vous me sortez quelque chose aujourd'hui que je n'ai jamais vu. Il l'a bien dit. Et donc, il y a des gens qui étaient présents. Comme vous avez des informations par la presse, moi j'ai des gens qui étaient présents là-bas. Donc, les gens de ma famille étaient présents. Donc, je pense que c'est encore une exploitation de lynchage médiatique. Parce que je pense que, écoutez, maintenant je ne suis pas mon pouce. Je sais qu'il y a une organisation ici au Sénégal de gens qui cherchent à nuire. Ah ouais? Ah si. Parce que de manière mais écoutez, on dit une chose au procès. On transforme l'affaire ici au Sénégal de manière, mais vraiment éhontée. J'ai vu des déclarations qui n'ont jamais été colportées. Par exemple, quelqu'un m'est venu me dire, Monsieur Maître Abdou Cissé, on a déclaré qu'il a fait ça. Alors que quand j'ai demandé des gens, mes avocats étaient présents, il y a les notes d'audience qui sont faites par le greffe, qui me sont imputées. Je reçois une note d'audience. Donc, c'est contraire exactement à ce qui s'était dit. C'est la raison pour laquelle je me suis dit, maintenant je pense que c'est le temps, j'ai dit à Moussa ça, c'est le temps de parler. Parce qu'il y a tellement de manipulation, de lynchage médiatique, et c'est encore les mêmes faits récurrents, c'est encore la même didactique. Il n'y a absolument aucun fait nouveau depuis qu'on s'est rencontrés en 2015. Et aujourd'hui, je suis très heureux, très confortable de pouvoir discuter avec toi. Très bien. Parce qu'il n'y a absolument aucune évolution. C'est le temps de parler, c'est ce que vous faites aujourd'hui devant le jury du dimanche e-radio ITV. Alors, Pape Massata, franchement, quel est l'état de votre relation avec votre papa Lamine Diack et votre famille de manière générale? Mais excellente. Je n'ai aucun problème avec mon père, ni avec mon famille, parce qu'on accepte la décision divine. Vous n'avez pas dit chez nos confrères de Sen TV que vos parents vont trahir? Non, je n'ai jamais dit ça. J'ai lu quelque chose. Ah, mais bon, Pape Massata a dit. Ah bon? J'ai accordé une interview avec un de vos collègues, Ahmed Aïdara, pour Sen Jotay. Oui. On a parlé de beaucoup de questions, d'environ 20 ou 22 questions. Et une des questions, c'était concernant cette histoire du Qatar. Et il m'a interpellé là-dessus. Je lui ai dit, effectivement, il y a ce mail qui est sorti, mais quand j'ai appris que c'est un membre de ma famille et un membre du cabinet de mon père qui ont donné cette information à Nick Davis pour qu'il apporte ça à la commission d'éthique et qu'il apporte ça à la presse anglaise, j'étais choqué. J'ai parlé de ça. Et j'ai aussi parlé de ce fameux truc de la Diamond League où on parle d'un sponsor japonais qui aurait donné de l'argent en contrepartie qu'on soutienne le Japon pour les Jeux Olympiques de 2020 contre Istanbul. Alors j'ai dit c'est une déclaration d'un de mes frères. C'est tout ce que je lui ai dit. Mais ça, je lui ai dit, je reconnais ça. C'est dans la page 34 du rapport de Lama. Mais c'est tout à fait faux. Parce qu'il n'y a aucun sponsor japonais qui a été sponsorisé de la Diamond League entre 2013 et 2015. C'est encore une des contre-vérités de rapport de Lama. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas eu un principe du contradictoire. C'est un rapport. Et toute cette manipulation médiatique, et c'est pour conforter leur contre-vérité. Donc, moi, je pense que peut-être ce journaliste a été manipulé. Votre père ne vous en veut pas. Mais écoutez, j'ai toujours reçu tous les messages de réconfort, de sentiment de gratitude pour le travail que j'ai effectué avec lui. Parce que je suis arrivé à l'IAF à un moment critique où on parlait de faillite. Il n'avait que des sponsors japonais. J'ai trouvé des sponsors dans les pays émergents.
Et quand j'apportais cet argent à l'I2AF, personne ne s'est plaint. Peut-être qu'il aurait dû demander une résolution du comité exécutif, disant, écoutez, je travaille avec mon fils, ça se passe bien, Densou est très satisfait de ce qu'il nous apporte, peut-être je demanderai une petite résolution du comité exécutif pour me conforter que vous ne pouvez pas m'accuser un beau jour de népotisme. À l'époque, vous m'avez dit peut-être que c'est ça l'erreur. Mais il faut admettre, on a fait des erreurs. On a laissé Nick Davis nous manipuler. Je l'ai encore prouvé dans cette affaire. Ce mail du 29 juillet qu'on a montré au juge, j'ai donné les éléments à mes avocats pour montrer quelle est la progression de cette affaire. À partir de l'article du Daily Mail le 6 juillet 2013, la réunion qu'on a tenue à Monaco, un mail de Nick Davis du 19 juillet, un autre mail de Nick Davis du 25 juillet, et pour arriver à ce fameux mail du 29 juillet, qui est un des éléments centraux de l'accusation française. Et Nick Davis, pour que les gens comprennent, c'était le directeur de cabinet ou le directeur de cabinet actuel de Sébastien Coe. Oui, il a dû démissionner. OK. Ancien porte-parole de l'I2AF. Tout à fait. Et secrétaire général adjoint chargé du sponsoring. Bon, il était secrétaire général adjoint. Secrétaire général. Après ça, c'est lui, Nick Davis. C'est un Anglais. Ouais, pourquoi vous parlez de lui avec autant de... Parce que c'est lui qui m'a révélé cette affaire de dopage. La commission d'éthique m'a interpellé quand ils ont eu écho que j'étais impliqué. Parce que toute l'accusation disait qu'un homme qui vient souvent à Moscou aurait reçu de l'argent. C'est ça qu'ils ont fait comme accusation. Quand il est venu me voir à l'hôtel Méridien Président en avril 2014, il m'a dit qu'il y a une plainte qui a été déposée par un employé de la fédération qui s'appelle Sean Wallace-Jones. Alors, j'ai dit, Nick, je suis désolé, moi je n'ai jamais rencontré de manager, jamais rencontré. Mais en 2013, au moment où cette accusation tombait dans la presse britannique, la personne qui a élaboré cette stratégie de riposte pour contrer les éléments de la presse française, mais c'est Nick Davis. Et je vais même vous lire ce qu'il avait exactement écrit pour que les gens sachent exactement ce qu'il recommandait à l'époque au président de faire, c'est de tout faire pour qu'on dissimule cette affaire. C'est ce fameux mail. Je vais vous en laisser une copie. Il disait clairement, enfin, dès que possible, une campagne de relations publiques officieuse pour éviter les scandales médiatiques internationaux liés au championnat du monde, en particulier dans la presse britannique, d'où proviennent les pires articles. Cela nécessitera des compétences spécialisées en relations publiques, en travaillant uniquement avec moi directement de Londres. Et je pense que si nous envisageons d'utiliser CSM, c'est la société de Sébastien Coe, nous pouvons également bénéficier de l'influence politique de Seb Coe au Royaume-Uni. Il est de son intérêt personnel de s'assurer que les championnats du monde de Moscou soient un succès et que les gens ne pensent pas que la presse de son propre pays tente de le détruire. Nous pouvons travailler extrêmement dur afin de stopper toute attaque planifiée sur la Russie par la presse britannique dans les semaines à venir. Qu'est-ce que vous êtes... Et c'est ce mail qui est clé. Et M. Sébastien Coe s'est rendu à Moscou. Oui. Voici la photo et l'image, le 8 août 2013. Oui. Alors, très bien. Mamadou, on a tous ces éléments. Et on reconnaît sur cette photo M. Coe, c'est pas Sergei Boubka que je vois. Non, c'est Valentin Baranichev. Okay. Un des prévenus est ici. Baranichev, c'est le président de la fédération et trésorier de l'IA. Très bien, mais revenons à Nick Davis. Alors, le mail que vous venez de lire là insinue que la presse britannique aurait été corrompue. Mais écoutez, ça insinue que lui, dans son budget de commission de relations publiques et des trucs, il a demandé aux Russes, dans le contexte actuel, je pense que de plus, il faut que vous tenez votre promesse d'inviter gratuitement des personnalités de l'événement, ou plus encore qu'ils commencent immédiatement à veiller à ce que les athlètes... Je vous montre que... Oui, ma question est précise. La presse britannique aurait-elle été sucrée? Mais je vous dis, c'est Nick Davis qui doit en répondre. Je l'ai dit à la commission d'éthique. C'était ça sa démarche, c'est ce qu'il cherchait? Il cherchait simplement à calmer, en utilisant Sébastien Coe. Alors quand j'entends dans cette affaire Sébastien Coe dire « je n'étais pas au courant », il a dit au Parlement britannique, sous serment. Craig Grady a fait la même chose, il a dit « je n'étais pas au courant, j'ai appris ça dans la presse quand j'ai vu ça à la télévision ». Alors qu'ils en sont les initiateurs. Ça vient d'un article de la presse anglaise, Daily Mail.
Alors, Oui, écoutez, la presse britannique est réputée quand même pour son sérieux, non? Je suis désolé, mais la Grande-Bretagne est réputée être une perfide Albion. En même temps, Mamadou, il faut le connaître. C'est-à-dire que ce sont des comploteurs. Moi, je le dis à votre collègue. Et les médias à votre pourraient être complices de cela. Mais écoutez, ils voulaient coûte que coûte la présidence de l'IAF. À tous les coups. Ils voulaient coûte que coûte la présidence. Ils étaient prêts. Ils se sont mis en ordre de bataille. En 2010, ils nous ont fait un article dans Independent disant que l'IAF allait à une apocalypse financière. Ils l'ont écrit noir sur blanc disant qu'après la présidence de Lamine Diack, il n'y aura plus d'argent. À la fin, ça c'est en mars 2010. Donc, c'est des choses récurrentes. En 2014, c'était Guardian. Et après, c'était la presse française avec l'équipe. Comme par hasard, on choisit comme siège de la commission indépendante d'enquête de l'AMA la ville de Lyon. Au moment où le commissaire d'Interpol, qui est chargé donc, de l'enquête, soi-disant opération OGIA, est une commissaire française. Donc, moi, je ne crois pas au hasard. Les médias britanniques et français ne sont pas si désintéressés que ça de cette affaire. Tout à fait. Ça, je le dis, je le répète. J'ai dit à votre collègue de l'équipe le 21 février 2016, cette affaire Lamine Diack est le plus gros mensonge de l'histoire du sport mondial. Très bien. Et je réitère ces propos parce qu'il n'y a aucune preuve de ces accusations de malversation. Très bien. Jury du dimanche avec Pape Massata Diack, vous n'avez pas été au procès, mais lors de ce procès, vous avez été l'absent omniprésent, comme on dit. La preuve, tout en étant absent, vous risquez un emprisonnement ferme de 5 ans, 500 000 € d'amende. Vous êtes déjà l'objet d'un mandat d'arrêt international et je crois que vous êtes radié, non? À vie de toute activité de marketing? Non. Ce n'est pas encore, ce n'est pas le cas. Très bien, alors, mais quand même, emprisonnement, amende, mandat d'arrêt international. Dans quel état d'esprit vous attendez le verdict du 16 septembre à Paris? Au vu des faits et au vu des preuves fournies par la justice française, je n'ai aucune raison de penser à une condamnation. Parce qu'il y a ces accusations, où sont les preuves? Vous pensez que pendant vous allez pendant être 5 ans, innocenté? Mais parce qu'ils n'ont aucune preuve. Écoutez, en droit pénal, Mamadou, je ne vous l'apprends pas, on sort des preuves. On nous a dit que j'ai reçu un virement, un financement de 1 500 000 € de la Russie pour des activités politiques de mon père. Où est l'argent? Après 5 ans d'enquête. C'est à vous de me... Sauf que votre père a eu à dire qu'il non, bénéficiait de fonds pour aider au procès, à la campagne électorale. Au procès, il l'a contesté. 2012. Il l'a contesté au procès. Il a dit, merci mon gars, était très clair. Il s'est rétracté. Mais donc, parce qu'il a... Devant toi, je te l'ai dit, jusqu'à l'extinction du soleil, je ne sais pas, on ne verra jamais un virement sur un compte de masse. Ce qui me lie à la Russie, c'est un contrat commercial. Je te l'ai dit le 22 décembre 2015. Et je peux te répéter ça aujourd'hui. Je t'ai donné un document, un rappel de fait. Oui, mais toujours... Et ce que j'y ai dit en 2015, jusqu'au jour où je vous parle, il n'y a aucune preuve de virement bancaire sur des comptes à Singapour venant d'athlètes russes. Il n'y a aucune preuve, et c'est l'objet du mandat d'arrêt international, il n'y a aucune preuve de virement sur le Sénégal pour un montant de 1 500 000 €. Ils ont dit que les athlètes ont payé des sommes de l'ordre de 3 450 000 € pour dissimuler des cas de dopage, ce qui est tout à fait faux. Donc, la justice française, le tribunal correctionnel, qui n'est pas l'instruction, parce que l'instruction était à charge, et ils ont manqué d'impartialité. Le procureur financier est allé se présenter le 14 janvier 2016 à Munich avec le président de l'AMA, Richard William Pound. Ça montrait qu'il faisait partie des accusations. Ils n'étaient pas là pour balancer, pour voir si les accusés avaient quelque chose pour dire la contre-vérité. Ils se sont chargés de nous acculer pendant 5 ans. Maintenant, au tribunal correctionnel, les juges sont impartiaux. Ils disent le droit. Sur la base du droit, comme le dit si bien mon avocat, Maître Moussa Sarr, on ne peut que montrer qu'on est innocent de toutes ces accusations. Vous êtes donc confiant? Très confiant, et c'est la raison pour laquelle je sors pour le dire, parce que s'ils étaient dans la vérité, ils n'auraient pas besoin de faire tout cet échange médiatique. Parce que quand, comme on dit en Wolof, ça n'est que tu deg. Tu viens avec tes preuves, tu le sens, tu dis Pape Massata Diack ou Lamine Diack a reçu, et voici la preuve de ce qu'il a reçu. Mais aujourd'hui, jusqu'à présent, ce sont des suppositions, ce sont des soupçons d'eux, ce sont des déclarations.
jusqu'à présent, après, ça doit vous interpeller tout de même, Mamadou Ibra Kane. Vous dites que aucun fonds n'a servi à financer la campagne électorale au Sénégal quand l'opposition et même des organisations de la société civile combattaient l'ancien président Abdoulaye Wade. Pourtant, votre père a eu quand même, pendant l'enquête, à dire qu'il a soutenu, qu'il a donné de l'argent. Pourtant, vous auriez servi d'intermédiaire entre votre président dans cette fameuse rencontre, cette fameuse cérémonie de décoration du président Vladimir Poutine en présence de l'ancien président de la Fédération russe, Valentin Balachnikchev. Vous le confirmez? Non. Je n'ai jamais servi d'intermédiaire à cause. Je vous l'ai dit il y a 4 ans. Comment cette cérémonie a pu avoir... Je suis venu par une décoration, on a assisté à une décoration, on a déjeuné avec le ministre et le président de la Fédération et on est rentré à Monaco. Comment le contact a pu être établi? Moi je viens à Moscou. Vladimir Poutine quand même c'est... Je vous rappelle, Mamadou, Oui. Moi je vais en Russie depuis 2006. Le contrat de VTB a été signé 20-12-2006. Ouais. Voici la lettre. Ce n'est pas lié à des cas de dopage. Et en 2007, vous devenez conseiller parce que j'ai amené un sponsor. Je leur ai prouvé. Du président de l'IAF, Lamine Diack, votre Tout père. à fait. Oui. Sur les pays émergents. L'IAF est une institution qui a 215 pays membres. Sur les 215 pays membres, ils m'ont confié de prospecter sur 9 pays. Et ce que j'ai fait avec brio. Et ce contrat date de 2006. Donc, il n'y a pas de négociation parce qu'il y a une décoration. Lamine Diack est un ami de la Russie depuis, je pense, je n'étais peut-être même pas né. Quand il était entraîneur de l'équipe nationale, il s'est rentré. Il allait à l'Union soviétique à l'époque, il y avait un contrat avec Adidas. Il connaît bien la Russie. Il a travaillé avec M. Smirnov, M. Tchagachev, les présidents du comité olympique. Il connaît beaucoup de gens en Russie, M. Khomenkov. Donc avant que je sois même à l'IAF, il travaillait avec l'Union soviétique et avec la Russie. Alors, dans ce contexte, nous avons eu un déjeuner avec un ministre, et je vous ai expliqué, et qui lui a posé la question, est-ce qu'il était... Il y a des rumeurs qu'il serait candidat à la présidence. Mais ce qui est tout à fait faux, Lamine Diack n'était pas candidat à la présidence. Ce contrat VTB dont on parle... Sauf que son nom avait été avancé. Mais même si c'était avancé... Pendant les assises nationales. Sur quelle base il lui donnerait un confiance? Il n'a pas de mouvement politique, il n'avait pas un parti, il ne faisait pas partie d'une structure, il ne faisait pas battre campagne. En pleine campagne électorale, Lamine Diack était au championnat du monde à Istanbul. En pleine campagne électorale, je parle sous son contrôle. Donc, je pense qu'il y a tellement... Je vous ai dit que c'est peut-être sur le coup de l'âge qu'il a fait cette déclaration. Parce qu'ils ont cherché pendant 4 ans, Mamadou, ce que je vous ai dit en 2015. Je persiste et je signe. Je ne suis ni destinataire de fonds venant de Russie pour une campagne électorale. Je n'ai jamais participé à une réunion où on discutait de financement politique. Et je n'ai absolument rien à voir avec la campagne électorale de 2000. Je suis allé voter comme tout citoyen sénégalais. Quid des 600 000 € alors que vous auriez remis au président Lamine Diack? Ça fait partie aussi des accusations. Aider son père, donner de l'argent à son père est une tradition. Vous me parlez de l'aspect moral. Un fils doit se comporter. Mais donc je gagne de l'argent. Oui. Je lui ai vendu, je vous ai dit, près de 34 millions de dollars de contrat. J'en ai gagné facilement 7 millions à 8 millions de dollars. Et les 600 000 € que vous lui avez remis? C'est justifié. Le premier, c'est dû à un terrain qu'il m'a vendu, à Sébikota, de 1 hectare. Le reste étant des contributions que je fais aux dépenses qu'on fait durant les Jeux Olympiques, parce qu'on achète des billets pour donner à des gens. Donc je rembourse pour son compte à l'IAF. Je dis, écoute, pour la famille, on a pris beaucoup de billets. Donc il faut rembourser parce que le CIE ne donne pas, ce n'est pas gratuit, contrairement à ce que les gens pensent. Et des fois, pour des raisons médicales, on a eu des évacuations familiales. Donc c'est tout à fait normal. On a, dans l'enquête, dit que sur une période de mars 2010 à septembre 2015, que j'aurais transféré presque 625 000 $ sur des comptes appartenant à Lamine Diack. Je dis, mais c'est mon argent, je l'ai gagné et c'est traçable. Ce n'est pas du liquide, ce n'est pas de l'offshore. Alors, essayons de clarifier un peu votre rôle au sein de l'IAF. De consultant en marketing à être accusé d'être mêlé au dopage, à la corruption, à toucher des pots de vin venant de sponsors, voire d'autorités politiques. Quelle explication vous pouvez nous donner? Mais je suis désolé, je pense que c'est encore une manière de dénigrer, parce que mon rôle est tout à fait
encadré par un contrat que j'ai signé en septembre 2007. Et vous étiez rémunéré pour ça. Donc, j'ai rémunéré pour un travail bien accompli, Oui. je vous ai dit. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de moi et on parle de la Russie? Parce que c'est moi qui ai découvert le marché russe. En 2006, l'IAF n'avait que des sponsors japonais. Le premier sponsor russe d'une fédération internationale, c'est moi qui l'ai amené. C'est VTB. Aujourd'hui, vous avez vu, Gazprom est sponsor de la Ligue des Champions. Il y a des sponsors russes qui sponsorisent la gymnastique, le judo. Donc, je fais partie des Et précurseurs. la Russie aujourd'hui est dans notre pétrole aussi. Mais il n'y a pas longtemps. la Russie Oui. est appelée à jouer un rôle important dans travers le le sport, Coel. dans les affaires internationales, Oui. parce que c'est une grande puissance. Oui. Et moi, je pense que c'est peut-être ce rôle-là que les Anglais n'aiment pas, parce qu'ils ne voulaient pas que la Russie peut-être joue ce rôle. Parce qu'à un moment, je pense qu'il y a un contexte géopolitique qui faisait que même les Jeux de Sochi ont été attaqués, bien que la Russie ait dépensé 51 000 $ pour le mouvement olympique. Vous Alors, seriez victime d'un contexte géopolitique? Tout à fait. La Russie C'est- face c'est- aux puissances occidentales? Mon rôle de consultant marketing était d'aller vers la Russie, vers l'Inde, la Chine, le Brésil, le Mexique, l'Argentine, la Turquie, les pays du Golfe, les Caraïbes et l'Afrique du Sud. C'est ça mon mandat. Et sur ces 10 pays que je vous ai énumérés, j'ai décroché 6 contrats pour l'IAF, pour une valeur de presque 75 millions de $ qu'ils ont encaissés. Densu a encaissé presque 127 millions de $. Donc, sur une période de 8 ans, ma collaboration avec Lamine Diack a permis à l'IAF d'engranger presque 480 millions de $ de contrats. Donc, vous pensez que c'est quelque chose de négatif? Maintenant, il fallait... Mais sauf que la partie civile ajoute que vous Laissez-moi avez... répondre à votre oui, question. Allez-y. Oui, Laissez-moi allez-y. répondre, Oui, parce que allez-y. j'ai Je vous pas laisse encore terminer. terminé. Je vous laisse Alors, terminer. Oui. Maintenant, on fait une accusation de dopage en Russie. Comme je vous l'ai dit, un article sort dans la presse anglaise. Le premier réflexe, c'est de dire, ah, il faut contacter Massata, c'est lui qui va en Russie. Massata, il faut aller parler Russie. Je vous ai lu tout de suite un email de Nick Davis, je vous en laisse une copie. Il dit, il faut aller voir vos amis russes et leur dire qu'il faut qu'on gère cette affaire. C'est pour ça que Massata est impliqué. Qu'avez-vous répondu? Je dis, mais volontiers, parce que j'ai un client en Russie, il est de mon intérêt pour que ces championnats se passent bien. Si je veux que ce sponsor soit satisfait de la collaboration avec l'I2F, parce que j'aurais souhaité que VTB reste sponsor ad vitam aeternam, comme l'a été TDK et Seiko. Alors, je suis allé régler ce problème de manière ponctuelle. Je m'en fous des problèmes de dopage. Ça ne me concerne pas. Moi, c'est les contrats de droit de télévision. J'ai amené CCTV, j'ai amené Abu Dhabi Media et j'ai amené donc qu'un sponsor, que la télévision russe avec Essar Gabriel, on a travaillé avec Valentin Balanichev pour que les droits de télévision en Russie nous rapportent 1 200 000 $. Contrairement à ce que disent les accusations de la justice française. Parce que c'est bien beau de parler de toutes ces choses sensationnelles. Revenons sur les accusations et les infractions. Justement, la partie civile, vous dites que vous avez fait gagner beaucoup d'argent à l'IAF, mais la partie civile dit que vous avez empoché des dizaines de millions de dollars et d'euros avec des sociétés comme Densu, Abu Dhabi Media, VT Bank russe, CCTV, télévision chinoise, TDK ou encore Samsung en Corée du Sud. C'est les sponsors que j'ai amenés. C'est moi qui les ai amenés. C'est pas Densu qui l'a amené. Le problème ici, c'est qu'on a dit que vous avez touché des pots de vin Pas des pots de vin. plus de votre rémunération Il raconte n'importe régulière. quoi. Il raconte n'importe quoi. Ils n'ont donné aucune indication sur ça. C'est un audit fait par une agence constituée par l'I2F qui s'appelle FTI Consulting, qui a fait un audit qui n'est pas indépendant. Ce n'est pas une audit de la justice française, c'est une audit de l'IAF qui dit qu'on a subi des préjudices parce que Massata a empoché des commissions. Mais c'est contractuel. J'ai dans mon contrat avec Densu une clause qui me permet de gagner de l'argent sur ça. Et ça, j'ai rendu compte. Voici le compte rendu, signé le 3 mai 2015 à Nassau. Le contrat qui est prévu avec Densu, la justice française l'a reçu. C'est un contrat avec AMS qui dépend de Densu. Et c'est un contrat d'agent commercial. Ils m'ont donné mandat pour aller trouver un sponsor dans un pays spécifique. Je l'ai trouvé, c'est moi qui l'ai amené. Mais je gagne ma commission. Donc il n'y a absolument rien de truc. Toi, tu me parles de pot de vin.
c'est encore, je pense, encore une tentative pour dénigrer, pour chercher à noircir le bilan de Lamine Diack. En ce qui me concerne, je peux me défendre. Je n'ai pas besoin des avocats de Lamine Diack pour me défendre. Je peux répondre à ces accusations de la manière la plus simple. Ils n'ont qu'à exploiter, Mamadou, les documents que j'ai déposés. Tout ce que je te montre, c'est dans le document de la Commission rogatoire internationale. Ils ne l'ont pas sorti. Ils ne l'ont même pas mis dans l'ordonnance de renvoi. Ça montre que la justice française manque d'impartialité. C'est quoi l'intérêt de la France d'ailleurs dans cette affaire, à votre avis? D'abord, ils étaient en train de soutenir Sébastien Coe, c'est clair. Ça, il n'y a pas besoin. Il a déclaré sa candidature dans l'équipe le 27 novembre 2014. En janvier 2015, il a fait une interview avec Yann Bouchez, comme par hasard. Le Yann Bouchez qui a sorti tous ces articles diffamatoires sur l'I2F et qui avait tout le fond de dossier. Mais la France avait besoin de Sébastien Coe à cause des Jeux Olympiques de 2024. Je l'ai dit dans l'interview de l'équipe, à AFP et à votre collègue de France 24, je leur ai dit, mais je comprends votre intérêt, parce que celui qui a invité Lamine Diack, c'est le comité olympique. Pourquoi le comité olympique? Ce n'est pas la Fédération française d'athlétisme qui l'a invité. Parce que vous étiez en pleine campagne, vous voulez que Sébastien Coe, Dick Pound, Richard Craig Reddy, Tony Estanguet, qui est membre du CIO français, était dans le conseil d'administration de l'AMA, dans un mondial antidopage. Donc, moi, je ne crois pas au hasard. Essar Gabriel, le secrétaire général de l'IAF, était le consultant de Paris 2008. Pour en venir à quoi? Et de Paris 2012. Attendez. Oui. Donc, vous me posez une question sur la France. Oui. La France avait intérêt, peut-être c'était l'accord qu'ils avaient avec l'AMA. On déclenche cette enquête pénale française, mais en contrepartie, vous nous soutenez pour Paris 2024. Mais parce que le président Lamine Diack s'opposait. Non, c'est peut-être leur perception. Que Paris soit demandez désigné. à votre ami Diagne Ndiaye, il était prévu en septembre 2015 une décoration de Lamine Diack à l'Élysée. On a sélectionné 20 personnes pour qu'il soit décoré en 2015. La France faisait tout ce charme d'opération de charme pour que Lamine Diack les soutienne pour Paris 2024. Mais Lamine Diack n'était plus membre votant, il a quitté le CIO en 2013. Il avait atteint la limite d'âge de 70 ans. Donc moi je pense que la France avait des raisons pour soutenir. Etienne Tobois a fait des déclarations dans la presse par rapport à Tokyo 2020. On a eu écho de ça. La France avait un employé au sein de l'IA qui s'appelait Essar Gabriel, qui a été dans Paris 2008 et Paris 2012. Et je pense que je ne peux pas avoir d'autres raisons objectives, parce que la France n'est pas dans l'espace anglophone. Mais pourquoi accepter une instruction pour des faits qui ne se sont pas passés en France? Nous n'avons lésé aucune entreprise française, nous n'avons lésé aucun homme d'affaires français, et je n'ai aucune résidence en France. Ils ont parlé de fuite, que j'étais un fugitif, alors que je n'ai jamais habité en France. Au moment des faits, je me trouvais au Sénégal, chez moi, dans mon résidence. Sauf qu'aujourd'hui, vous ne pouvez aller nulle part. Pour le moment, ce qu'ils disent, l'enquête pénale est arrivée à son terme. On va vers un jugement, la décision sortira. Il y aura peut-être une deuxième instance, ou jusqu'à la cassation. Mais en tout cas, oui, sachez que sur le principe de leur enquête, cette enquête a manqué de sérénité, cette enquête a manqué d'impartialité, et elle s'est faite à charge pendant 5 ans avec une instruction, comme dit Moussa Sarr, à ciel ouvert, tout dans la presse, des fuites organisées. Oui. Et je pense que vous êtes un peu victime de ça parce que vous n'insistez que sur des faits sensationnel. C'est important de vous poser les questions. iRadio ITV, jury du dimanche, Papa Massata Diack en est l'invité. Votre père est accusé d'avoir fait trop de mal à l'athlétisme mondial. On l'a entendu pendant le procès, l'avocat de la partie civile le dire. Des accusations qui portent atteinte à votre honneur, n'est-ce pas, Papa Massata? Que pouvez-vous faire, que comptez-vous faire pour laver votre honneur? On est en train de le laver. Parce que toutes les accusations qui ont été dites et répétées pendant 5 ans ont été clarifiées lors du tribunal au tribunal correctionnel. Maître Simon Ndiaye et Maître William Bourdon l'ont bien fait. Moi, Maître Marie-Sophie Goldschmidt et Maître Antoine Bocquier m'ont défendu brillamment. Donc, mon honneur ne peut pas être entaché par ça parce que l'accusation n'est pas prouvée. Parce que, Mamadou, j'insiste sur le terme preuve et droit pénal. Ce n'est pas des suppositions ou des instructions faites à charge
qui vont nous couler. Ça, c'est impossible. Lamine Diack a fait 39 ans à l'IAF, 23 ans en tant que vice-président, 16 ans en tant que président. Il a eu 4 mandats de 4 ans, sur lesquels on n'a jamais contesté son intégrité. Il a été réélu sans contestation pendant 4 mandats. Aucune personne ne s'est opposée à lui. Vous pensez que cette personne, parce qu'une accusation d'un Anglais ou d'un Français, c'est 2 pays parmi 215. Lamine Diack, en quittant l'I2AF, a été désigné président d'honneur à vie. 2 pays apparemment puissants. Mais même s'ils sont puissants, mais ils ont construit toute leur campagne sur du dégradement et de la médisance. C'est tout ce qu'ils ont fait. Donc moi je pense que ceci ne peut pas noircir l'œuvre. Il y a quelque chose, nous en bons Sénégalais, en bons croyants, que nous croyons, c'est une justice divine. Parce que quoi qu'on puisse décider de noircir une personne, ce que Dieu décidera de nous, c'est ce qui va se passer, parce que ces faits dont on parle ne sont pas prouvés. En tout cas, au tribunal à Paris, aucune preuve n'a été apportée. Tout ce que vous me dites là, vous ne pouvez pas, après 4 ans, on ne s'est pas vu, vous ne pouvez pas me sortir un virement, vous ne pouvez pas me sortir... Non, c'est la justice, c'est le travail de la justice. Ah mais justement, il faut qu'il vous donne les éléments. Vous n'étiez pas le seul à ne pas vous présenter au procès. Il y a également 2 autres absents. C'est Alexis Melnikov et Valentine Balachnichev, n'est-ce pas? Connaissez-vous les raisons de leur absence? Mais parce que... C'est des Russes, hein? Voilà, ils ont contesté les faits, l'accusation, et ils ont dit qu'ils n'ont pas à se présenter en France. Ils contestent la compétence aussi de la justice française. Et à bonne raison. Parce que Valentin Balachnichev était trésorier de la Fédération internationale et président de la Fédération russe. Il travaillait à Monaco avec la Fédération. Il ne voit pas l'intérêt de la France à juger cette affaire. Vous auriez pu être jugé par la justice sénégalaise, par exemple. Mais ce n'est pas exclu. Oui. Parce qu'une instruction est ouverte au Sénégal. Oui, justement. Il y a une coopération judiciaire. Vous êtes inculpé. Mais je vous l'ai dit quand je vous ai rencontré en 2015. Je vous ai dit, mais Mamadou, une instruction a été ouverte. Il y a une convention qui a été signée le 29 mars 1974. Mais s'ils ont des preuves et un dossier solide, l'IAF est une institution internationale. Vous êtes prêt à être jugé par la justice sénégalaise? C'est tout ce que je demande, parce que je suis résident sénégalais. Je vous l'ai dit, mes sociétés ne sont pas fictives. Mes sociétés sont sénégalaises, de droit sénégalais. Mon activité est au Sénégal. Maintenant, dans le cadre d'une enquête internationale, j'aurais accepté la justice monégasque. Si elle m'avait convoqué, j'aurais peut-être considéré à y aller. Compte tenu du statut de Monaco? Pas du statut de Monaco, de la juridiction de notre contrat. Oui, d'accord, le statut de Monaco. La deuxième justice... L'éclairage, c'est que Monaco n'est pas considéré comme faisant partie du territoire français, justement, puisque vous contestez la compétence de la justice française. C'est cette clarification que je voulais faire. Oui. C'est un fait juridique et qui est pertinent. Oui. Alors, mon contrat avec Densu, AMS, est régi par le droit suisse. Alors, ce qui m'étonne... Prêt à répondre à la justice monégasque, à la justice suisse, tout à fait, à la justice russe, non, pas Russie, à la justice sénégalaise, mais pas la justice française. Du tout. Je ne vois pas. Parce qu'ils ont manqué d'impartialité et ils ont manqué de sérénité. Une enquête préliminaire pendant au moins 6 mois à 9 mois aurait fait du bien à cette enquête pénale. Ils n'ont pas enquêté. Je vous ai donné des dates précises. Ils ont pris cette enquête le 4 août 2015. 3 mois après, ils ouvrent une information judiciaire pour une affaire aussi tentaculaire qui concerne plus de 6 pays. Donc je pense qu'ils ont manqué de sérieux par rapport à ça. On va y aller très vite. Voilà. Il y a les absents, mais il y a ceux que je considère comme les non-appelés. Vous me direz votre sentiment dessus. Sébastien Coe, président de World Athletics, anciennement secrétaire général de l'IAF, n'est-ce pas? Nick Davis, directeur de cabinet de Coe, ancien porte-parole de l'IAF, et Louis Carouya, mexicain? Non, c'est un Espagnol. Qui a une nationalité suisse. Hein. Directeur de la communication. Directeur de marketing. Ok, de l'IAF. Quelle explication vous donnez à leur absence, leur non-inculpation? Je pense que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Je vous rappelle que dans les affaires de la FIFA, les affaires du CIO, rarement on voit des Européens être inculpés ou être entendus. Parce que je pense que la plupart du cas, c'est soit un Asiatique ou un Africain ou un Sud-Américain. Mais je ne me rappelle pas ces 10 dernières années. Le seul cas, c'est le cas de Michel Platini, Jérôme Valk, Franz Beckenbauer et Martus Kapner.
et Joseph Blatter qui ont été cités. Mais tout le reste, je pense que on s'arrange pour ne pas que ça soit entendu. Mais dans Pourquoi? le cas précis. Pour quelle explication? Parce qu'ils ne veulent pas entendre les Européens. Ils ne veulent pas toucher ils protègent les Européens. Alors, Luis Carouya était directeur de marketing. L'accusation que je contrôlais seul le marketing et que je gagnais des commissions, je gagnais de manière indue, était impossible. Il y avait un directeur de marketing. Il y a un secrétaire général qui s'appelait Pierre Weiss qui contrôlait le marketing. Et par la suite, Essar Gabriel. Essar Gabriel, je vous ai dit, supervisait le marketing. Alors, je ne l'ai pas entendu dans ce procès. Alors qu'il était secrétaire général. C'était lui mon patron direct, à qui je rendais compte. C'est lui qui signait mes factures et qui a signé mon contrat. Il n'a pas été cité comme témoin. On n'a pas cité comme témoin un expert en marketing pour édifier la complexité des contrats de marketing, ce qui était fait en anglais. Mais le plus grave, c'est Sébastien Coe. Pour moi, il symbolise la trahison envers la Mindiac. Sébastien Coe a trahi la Mindiac. Il ne faut pas chercher d'autres mots. Il a bien organisé cette campagne de dénigrement à partir de 2010. Et je vous ai donné des faits quand je vous ai rencontré. Je vous ai dit, à partir de 2013 jusqu'en 2015, c'est soit Daily Mail, Guardian, Independent, Telegraph, Sunday Times, qui faisaient des articles à charge contre l'I2F et sans enquête. Ils faisaient un truc sensationnel à la veille d'une session du CIO. Tout de suite, la presse le reprenait et on a ouvert des enquêtes. Mais maintenant, on est arrivé à un moment de justice, un moment de vérité, Mamadou. Oui. Il faut quelque chose de concret. C'est-à-dire, tu m'amènes une preuve. Massata a fait ceci. Oui, j'en ai la preuve. Elle est là. C'est tout ce que je... Et que la justice sénégalaise vous juge. Mais je suis tout à fait ouvert à ça. Parce que, tout à fait, comme vous m'avez posé la question sur comment défendre notre honneur, c'est le moment de laver son honneur. Parce que la justice sera rendue. Est-ce que vous avez senti le soutien de l'État sénégalais dans le volet que vous êtes citoyen sénégalais, parce qu'à un moment, la France a demandé votre extradition, mais il y a eu ce commentaire que vous avez certainement entendu de la part de certains qui ont estimé que le président Lamine Diack n'a pas été suffisamment soutenu par l'État du Sénégal. Je suis désolé. Je pense que les gens qui le disent ne savent pas la réalité des choses. Tous les éléments concernant cette affaire, je pense que depuis le début, l'ambassadeur du Sénégal et le consul ont été présents auprès du président Lamine Diack. Et des certains membres de ma famille m'ont dit que les gens du collectif des amis de Lamine Diack qui était présidé par le président Thierno Seydou Norouba m'ont exprimé que le Sénégal, l'État sénégalais a beaucoup soutenu. En ce qui me concerne, tous mes droits ont été respectés. J'ai été entendu pendant 8 heures de temps à la sécurité urbaine. J'ai apporté mes pièces. J'ai été entendu au niveau du parquet général. J'ai été entendu chez un doyen des juges d'instruction. Donc, le Sénégal a respecté mes droits. Je ne m'attends pas à moins que ça en tant que citoyen. Et on m'a inculpé, on a pris mon passeport, on m'a mis sous contrôle judiciaire et je respecte toutes les dispositions de ce contrôle judiciaire depuis 5 ans. Le reste, je laisse ça à mes avocats qui feront toutes les démarches. Vous vivez reclus quand même, non? Du tout. Je vais n'importe où je veux. Vous travaillez? Mais tout à fait. Je peux travailler dans mon domaine d'activité ou dans n'importe quelle autre activité. Je ne toucherai plus à la... Vous n'êtes pas blacklisté aujourd'hui? Pourquoi? Au niveau pourquoi du sport mondial? Écoutez, parce que vous étiez à ce niveau-là. Je pense que, Mamadou, vous violez vous-même quelque chose de fondamental, la présomption d'innocence. Non, je vous pose la question, est-ce que vous n'êtes pas blacklisté? Pourquoi être blacklisté? Pour un fait où je ne suis pas condamné. Pourquoi être blacklisté? Suis-je condamné? Lamine Diack est-il condamné? C'est des faits présumés qui sont en enquête depuis 5 ans. Jusqu'à présent, il n'y a aucune condamnation. Donc, je ne peux pas être blacklisté pour quelque chose dont je ne suis pas condamné. On va terminer cette émission par les JOJ qui devaient se tenir au Sénégal en 2022, Jeux olympiques de la jeunesse du CIO, reportés finalement en 2026 à cause de la pandémie du Covid-19. Normal? Comment je pense que ça s'imposait. Oui. Parce que tous les événements sportifs actuellement sont décalés, comme la Coupe d'Afrique des Nations, qui est l'événement sportif le plus important en Afrique, a été décalé. Le Mondial 2022 au Qatar, que vous connaissez très bien, pourrait être menacé, voire reporté. Je pense pas. Je pense que d'ici là, on aura une solution. Parce que le Mondial se tiendra au mois de novembre. Oui. Donc, novembre-décembre. Donc, je pense que d'ici 2022, on aura un vaccin contre le Covid.
Pourriez-vous servir encore au sport sénégalais, à commencer par les prochains JOJ, parce que vous avez une expérience dans le domaine du marketing. On connaît aussi le football. Vous avez été l'agent marketing du football sénsénégalais, de la fédération sénégalaise. Qu'est-ce que vous pourriez apporter au sport sénégalais aujourd'hui? Ma connaissance du marketing, oui. elle est chez moi. Elle sera dans mon corps et dans ma tête jusqu'à la fin de ma vie. Mais je pense plus que j'ai la passion. Par exemple, pour les JOJ, je vous dis tout de suite, jamais je ne me mettrai à travailler dans un événement où il y a le CIO. Parce qu'ils ont eu le toupet, malgré la légèreté de ce dossier, de nous accuser et de se constituer partie civile sur une affaire dont ils savent qu'elle n'est pas très fondée. La preuve, ils ont demandé un dédommagement de 1 euro symbolique si jamais on arrivait à être condamné. Donc je pense que je ne serais pas très enclin à travailler avec un événement contrôlé par le CIO. Mais pour le football sénégalais, pour le tennis, pour les autres sports, surtout notre chère lutte sénégalaise, et pour les pays africains, parce que j'ai énormément de sollicitations de pays africains pour le football, parce que c'est mon domaine de compétence et mon domaine de prédilection. Je continuerai à vaguer à mes occupations dans ces sports. Peut-être qu'un certain Didier Drogba pourrait faire appel à vous s'il était élu président de la Fédération ivoirienne de football. Voilà, j'ai appris qu'il est candidat à la présidence et je lui souhaite vraiment bonne chance pour cette élection parce qu'il a choisi de devenir administrateur du football. Et le foot sénégalais? Mais le foot sénégalais, je pense a besoin de se ressaisir. Aujourd'hui, le soutien doit être apporté principalement à la ligue professionnelle. Aujourd'hui, on est en train de négliger le fondement de notre football. C'est la ligue professionnelle, la division 1, la division 2 et les activités nationales. On ne peut pas consacrer tous nos efforts à financer l'équipe nationale, les équipes nationales. Les équipes nationales, c'est juste une sélection, c'est un temps. Mais aujourd'hui, l'État, les sponsors de la Fédération sénégalaise de football, ou bien les soutiens internationaux doivent se focaliser. On a un énorme potentiel footballistique, mais il faut renforcer la Ligue professionnelle de football. Flashback, passation de service le 21 septembre 2015, inculpation le 1er novembre 2015. Pour le prendre, il est invité à présider un meeting du CIO à Paris. Il est alors arrêté et placé en garde à vue. C'est une sorte de question quiz. Je parle de qui? Eh ben, on parlait de Lamine Diack. De Lamine Diack, oui. Votre père. Tout à fait. Vous l'adorez? Exactement. Il vous adore toujours? Tout à fait. Il n'est pas fâché? Du tout. Je pense que j'ai son soutien moral, ses prières, comme il en a, il reçoit mes prières chaque jour et je continue. Toute ma défense que je fais actuellement, je le fais partiellement pour lui, je ne le fais pas pour moi-même parce que je peux me défendre. Pape Massata Diack était l'invité du jury du dimanche, iRadio ITV, Mahmoud Ibra Kane à la présentation. Merci à toute l'équipe technique, Abdoulaye Ndiaye, Babacar Ndiaye, Biran Sissé, Ibamar Sen pour la prise de son. Réseaux sociaux, Biram Pouy et Momodou Diagne. N'oubliez pas, E-Media SN avec les photos de cette émission Pape Doudou Diallo et les articles de Djeba. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.